Donc je vais vous reprendre une conférence que j'ai déjà donnée au festival Spiritualité en Pyrénées de Font-Romeu, dont j'ai un peu allégé le contenu pour que il y ait un petit peu moins de science et plus de spiritualité et moins de choses difficiles à comprendre. Voilà. Alors l'objectif de cette conférence, c'est de montrer qu'il existe un chemin de la science vers la spiritualité. Voilà. On a un petit problème technique qui fait que l'écran est pas terrible. Je ne sais pas si vous lisez bien. Bon, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais vous lire les choses. Donc voilà, la science actuelle est fondée sur 4 piliers. Voilà. La science actuelle, depuis 3 siècles, depuis les Lumières, est fondée sur les 4 piliers que sont ce qu'on appelle, et je vais vous l'expliquer, le déterminisme, le hasard, le matérialisme et la causalité. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminisme ? C'est un postulat, c'est l'idée que tout ce qui forme la réalité dans l'univers est déterminé exclusivement mécaniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'esprit, il n'y a pas de place pour Dieu. Stephen Hawking l'a bien montré dans un livre qu'il a écrit récemment. Pas besoin de Dieu, effectivement. Il n'y aurait pas besoin de Dieu dans un univers régi par le déterminisme, puisque le déterminisme, c'est la mécanique qui gouverne. Il n'y a pas de place pour le libre arbitre. Alors, deuxième... Alors en fait, ce postulat a été remis en question en physique dans les années 80 et aujourd'hui, ce pilier s'est effondré. Il s'est effondré au moment où j'ai démarré ma carrière de physicien, c'est pour ça que j'y ai été très sensible. Et aujourd'hui, il est tout à fait confirmé dans différentes disciplines de la physique, la mécanique quantique, la théorie du chaos, que le déterminisme est une erreur et que la nature décrite par les physiciens est indéterministe. Alors, malgré tout, les physiciens ils tiennent quand même à leur déterminisme et peuvent les sauver de cette situation, ce qu'on appelle le hasard. En fait, dans l'idée des physiciens, c'est que peut-être que le monde est déterministe, malgré tout, mais simplement, il existe des événements dont on ne comprend pas les causes et qui arrivent par hasard. Donc on utilise le hasard en physique à chaque fois qu'on ne comprend pas les causes, à chaque fois que la physique n'arrive pas à expliquer les causes. D'accord ? En fait, la physique parie, les déterministes, les physiciens parient sur le fait qu'ils arriveront un jour à trouver les causes. Voilà. Et donc, ils font un usage démesuré du hasard. Ils font un usage démesuré du hasard dans physique statistique, en physique quantique. Le darwinisme, c'est également un usage démesuré du hasard. Tout ça pour préserver finalement le socle du déterminisme. Eh bien, dans les années 90, à la fin des années 90, ce deuxième pilier qui consiste à dire qu'il existe le hasard est juste et seulement dû à notre ignorance des causes, ce deuxième pilier est tombé. Voilà, donc j'ai été témoin de ça aussi. Seuls les physiciens sont témoins de ça. Donc les autres ne le savent pas, parce que les physiciens, ils attendent, il faut que ce soit confirmé quand même, c'est important, on ne peut pas dire aux gens que la physique est mal fondée comme ça, on est des physiciens, c'est pas possible. Bon. Donc, années 80, le déterminisme tombe, s'effondre. Années 90, le hasard s'effondre. Comment le hasard s'effondre ? C'est-à-dire qu'on a découvert qu'il était faux d'attribuer le hasard de certains événements quantiques, etc., macroscopiques, à notre ignorance des causes. Donc il y a eu des expériences de fait qui ont montré que le hasard est forcément quelque chose qui met en jeu une information extérieure à notre espace-temps. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause. Mieux que ça encore, on a montré que ce hasard, sans cause,
entre dans l'espace-temps sous forme d'information non locale. C'est-à-dire que là, il n'y a vraiment plus de possibilité que ce hasard redevienne un jour déterministe, parce qu'il y a le problème du fait qu'on a une entrée d'information depuis l'extérieur de l'espace-temps, depuis le non manifesté, qui se fait simultanément à plusieurs endroits de l'univers. On a les mêmes informations et il ne peut y avoir aucune relation de causalité qui explique qu'on observe les mêmes informations à des endroits qui peuvent être distants de plusieurs années-lumière, par exemple. Voilà. Donc, il est prouvé par l'équipe de Antoine Suarez et Nicolas Guizin, et ce sont des expériences qui ont été renouvelées dans les années 2000. Il est prouvé que le hasard dû à notre ignorance des causes n'existe pas. Et donc ça fait définitivement sombrer le déterminisme. D'accord ? Donc le pilier du déterminisme et le pilier du hasard tombent. Troisième pilier, l'idée que, c'est ce qu'on appelle le matérialisme, l'idée que notre conscience est un produit du cerveau. C'est-à-dire, alors cette idée-là, elle était à la mode, moi, quand j'ai commencé ma carrière de physicien, dans un laboratoire où on faisait beaucoup de mécanique des fluides, et on espérait comprendre l'émergence des systèmes vivants, avec les travaux d'Ilya Prigogine, etc. Bon. Et donc, il y a eu toute une mode qui a fait, à travers les automates cellulaires, etc., enfin, je vous passe tout ça, qui a fait penser aux physiciens qu'on allait probablement découvrir la manière dont la conscience émerge d'une organisation complexe. Voilà. Eh bien, tout ça, c'est un soufflet qui est retombé au début des années 2000, et les physiciens qui, aujourd'hui, sont dans le mainstream francophone, on va dire, ne croient plus à ça. Et moi, personnellement, j'y crois plus pour une autre raison. J'y croyais au début de ma carrière, c'est que j'ai passé ma vie à développer des robots, à fabriquer des robots industriels. J'ai même travaillé sur des robots humanoïdes. J'ai été spécialisé dans le développement de leur système de vision. Et donc, je sais réaliser un robot très intelligent, avec des choses simples. Et croyez-moi que je ne vois vraiment pas l'émergence de la conscience chez un robot. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ce troisième pilier, il tombe comme ça, mais de toute façon, il n'avait pas de raison d'être, parce que l'idée de dire que la conscience est un produit du cerveau, déjà, elle ne tient pas la route, parce qu'on ne sait pas expliquer les qualia, et puis bon, on ne va pas en faire un débat, ça mérite une conférence entière. Et donc ça, troisième pilier qui s'effondre. Quatrième pilier, c'est le seul qui tient encore, à peu près, c'est celui de la causalité. Mais depuis l'année 2010 à peu près, depuis que j'ai sorti mon livre d'ailleurs où je parle de rétrocausalité, je l'ai sorti au bon moment, parce que c'est à ce moment-là que les physiciens ont commencé à faire des expériences frappantes, des publications dans Nature, qui ont montré la possibilité de la rétrocausalité. C'est-à-dire que les effets qui normalement suivent les causes, eh bien, il pourrait y avoir des cas en mécanique quantique, en tout cas c'est clair, on les observe, où les causes précèdent les effets. Non, ça c'est normal, les causes suivent les effets, voilà. Et alors, pour vous faire comprendre ça, là j'ai mis rétrocausalité, j'ai mis intention derrière. D'habitude, j'ose pas en parler dès le début de mes conférences, mais depuis qu'Étienne Klein m'a rejoint là-dessus, je me suis dit, on peut y aller. Donc je vais vous faire comprendre la rétrocausalité de façon très simple. Si, par exemple, vous avez besoin de descendre à Sisteron pour aller chercher du pain, vous avez l'intention d'aller à Sisteron pour aller chercher du pain. Vous ne savez pas comment vous allez faire, si quelqu'un va vous emmener, si machin, enfin, etc. Et puis donc voilà, et après, je vais y aller en voiture, ou alors je vais y aller, etc. Bon, en fait, ce qui s'est passé, alors le physicien normal dira, vous avez pu acheter votre pain, la cause c'est la voiture, et l'effet c'est l'achat du pain. Non, c'est le contraire, et c'est évident pour le commun des mortels.
que la cause, c'est l'intention d'acheter du pain, et l'effet, c'est d'aller en voiture. On y est allé en voiture avant, et pourtant. Alors, ce qui se passe, pour bien comprendre le paradoxe par rapport à ça, c'est que ça se comprend bien dans un univers déjà réalisé où tout est simultané, on va y venir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la réalité ne se crée pas dans le présent. Tout est simultané, c'est-à-dire que ce qui se produit dans le futur et ce qui s'est produit dans le passé se produit encore dans le passé, tout en se produisant dans le présent, tout en continuant de se produire dans le futur. C'est-à-dire que la théorie de la relativité décrit un univers qui est largement confirmé par l'expérience, décrit un univers où tout est simultané. Voilà. Et donc c'est compatible d'ailleurs avec la vision bouddhiste, la spiritualité hindouiste, dans la mesure où eux disent que tout est contenu dans le présent. Et c'est vrai, en fait, tout est contenu dans le présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance. L'idée d'un écart temporel entre le présent et le futur est une fausse idée, c'est une idée fausse. Voilà. Donc, mais ça, je vais y venir. Et donc, ce que je me propose de vous faire, c'est vous montrer le chemin que prennent les physiciens pour finalement s'initier à la spiritualité automatiquement. C'est-à-dire que les progrès de la science amènent automatiquement les physiciens à découvrir la spiritualité. Et je pense que ça, c'est quand même important de le dire. Voilà. Alors, j'utilise des métaphores. Je parle de randonnée, c'est-à-dire que le déterminisme, c'est une barrière qui en fait est matérialisée par une falaise, une falaise, et sous cette falaise, en bas de cette falaise, il y a la vallée de l'incertitude, la vallée de l'ésotérisme, par lesquelles on peut descendre via les failles de la mesure, les failles du chaos. Au-delà, on voit la montagne noire et le nuage noir, c'est tout ce qu'on n'a pas encore compris en physique et qui pose un gros problème. En haut, la chaîne des dieux, franchement, les physiciens, ils ne voient pas ce que Dieu vient faire là-dedans. Ils voient au loin une chaîne, etc. La colline des paradoxes, là, on sent l'avènement prochain des technologies de la conscience. Et donc là, ce sont les gens qui cherchent à faire un peu de la magie avec le nouveau paradigme. Et puis, le ravin de la création avec la décharge du hasard et le gouffre de l'illusion, c'est-à-dire c'est l'habitude ancestrale qu'on avait, dès qu'on ne comprend pas quelque chose, qui a l'air pourtant signifiant, on dit c'est du hasard, hop, on le met à la poubelle. Voilà. Donc là, je vais vous proposer qu'on aille faire une randonnée qui consiste à descendre dans le ravin de la création pour passer de l'autre côté. Alors l'autre côté, c'est un côté où se trouvent les physiciens qui pensent qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, toute la science repose sur l'idée du hasard, que le hasard est fondamental. Le hasard est fondamental pour combler les trous, les grosses fissures qui apparaissent en physique. Eh bien, on va voir qu'il n'y a pas de hasard quand on va aller au col de l'Ange. Et quand on arrive au col de l'Ange, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre la chose suivante, et je vais vous parler ensuite des physiciens qui sont allés au col de l'Ange. On découvre qu'avant on pensait que la réalité se crée dans le présent et automatiquement, ce qu'est le déterminisme, et maintenant, au col de l'Ange, on pense que la réalité est déjà créée dans le futur et peut encore évoluer. Je ne suis pas le seul à le dire, je suis suivi là aussi par Étienne Klein. Au niveau de l'espace, avant on pensait que la réalité était indépendante de l'observateur, et aujourd'hui les physiciens pensent, et des physiciens illustres commencent à penser que la réalité dépend de nos observations et de nos intentions, la création de la réalité. Avant, on pensait que, alors ça c'est au niveau de la révolution de l'information physique, que la création se faisait par hasard, c'est-à-dire que Dieu jouait au dé. Eh bien, aujourd'hui, on pense de plus en plus, et maintenant c'est clair, et c'est démontré, que la création de la réalité a besoin d'informations extérieures à l'espace-temps. Alors ça, il faut quand même, je vous le dis, mais c'est du lourd, donc il va falloir du temps pour l'assimiler. Et donc, pour le cautionner, vous allez mettre des années, parce que de toute façon, pour le cautionner, on va commencer par parler des premiers randonneurs du col de l'Ange, mais qui ne sont pas arrivés au col. Ils y seraient arrivés s'ils s'étaient mis en cordée à 3, si c'était associé. Donc tout d'abord, Einstein, dans une lettre à Bessot, a écrit « Pour nous, physiciens dans l'âme, la séparation entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion si tenace
soit-elle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'existe pas de distance temporelle entre un événement présent et un événement futur. Voilà. Simplement, on ne sait pas comment on peut toucher l'événement futur, puisqu'il est là. C'est la seule chose qu'on ne sait pas. Mais on sait qu'il n'y a pas de distance temporelle entre les deux. Nietzsche a dit quelque chose qui est très méconnu, parce que les gens ont dû rien comprendre à l'époque. Notre destin exerce son influence sur nous, même lorsque nous ne le connaissons pas encore. C'est notre avenir qui détermine notre présent. Et il a dit quelque chose d'un peu plus raisonnable. Le futur influence le présent autant que le passé. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le problème, c'est que Einstein est un déterministe. Il est convaincu du fait que donc, tout dépend du passé. Nous sommes déterminés par notre passé. Vous avez un Nietzsche qui nous dit nous sommes aussi déterminés par notre futur. Alors là, on est ultra déterminés, donc on est prisonnier. Là, il n'y a plus rien à faire. On a perdu toute liberté. Et pourtant, vous avez Bergson qui nous dit « À quoi sert le temps? Ne serait-il pas le véhicule de création et de choix? L'existence du temps ne prouverait-elle pas qu'il y a de l'indétermination dans les choses ?» Eh bien oui, on aimerait bien qu'il ait raison, mais comment vous voulez qu'il y ait de l'indétermination dans les choses si notre présent est à la fois déterminé par notre passé et par notre futur? Voilà, ça c'est la question à laquelle on va essayer de répondre, et on va vous montrer que lorsqu'on est au col de l'Ange, il est tout à fait possible de concilier ces trois points de vue, c'est-à-dire qu'ils auraient tous les trois raison. Alors, cette fois-ci, les nouveaux randonneurs. Donc les randonneurs on va dire des 10 dernières années. Ils ont fait même des 5 dernières années parce qu'ils ont fait des déclarations fracassantes. Là, il y a une révolution en physique là depuis 2010. Donc Thibaut Damour, un illustre physicien einsteinien, spécialiste de la cosmologie des trous noirs, internationalement réputé. Il est à l'Institut des hautes études scientifiques. Le futur est déjà là et le temps est fondamentalement réversible. Alors, allez comprendre ce que ça veut dire, le temps est fondamentalement réversible. Bon. Carlo Rovelli, carrément, effectivement, il vaut mieux dire, le temps n'existe pas, au moins c'est plus clair. Nous devons apprendre à penser le monde, non comme quelque chose qui évolue dans le temps, mais d'une autre façon. Tiens, mais comme c'est bizarre, c'est quoi ça? Comment c'est possible? Alors, il y aura un deuxième temps. Les choses n'évolueraient pas dans le présent qui n'existe pas, et il y aurait un deuxième temps dans lequel évolueraient quand même les choses. Oui, mais bon, alors comment? Carlo Rovelli, c'est l'un des deux papas de la fameuse gravité quantique à boucle, et qui est internationalement reconnu et réputé pour ça, donc très, très respectable, etc. Étienne Klein, que j'aime beaucoup, je fais son éloge dans... Lui, il n'a pas la crédibilité scientifique pure, mais il a la représentativité par rapport au fait qu'il représente un peu les travaux du CEA, de tout ce qui se fait aussi à Genève autour du LHC. C'est quelqu'un qui normalement doit être raisonnable quand il fait des déclarations publiques, parce qu'il informe tout le public tout de même, Donc il suggère l'idée que le futur existe déjà, que c'est une authentique réalité, mais pas complètement configurée, pas intégralement définie, qu'il y a encore des espaces pour la volonté, le désir, l'invention, et il en déduit, mais ne serait-il pas temps de commencer à coloniser intellectuellement 2050 par la pensée? Étienne Klein propose de coloniser intellectuellement, c'est-à-dire, il ne pouvait pas dire d'influencer par la pensée, il a utilisé un mot qui est plus facile, c'est pour noyer un peu le poisson, parce que pour dire des choses comme ça, il faut faire attention, d'accord? Il est allé encore plus loin récemment en disant ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si vous allez chercher du pain, machin, etc., il y a une rétrocausalité, c'est-à-dire que votre intention d'aller chercher du pain est la cause, et en fait c'est une cause rétrocausale parce que vous êtes allé chercher votre pain avant d'avoir trouvé le moyen d'aller chercher votre pain, parce que dans l'espace-temps, les choses certaines se mettent en place avant les choses incertaines, c'est tout, c'est la logique rationnelle pure. Bon, mais ça vous allez mettre des années avant de vous habituer à cette idée-là. Bon. Et Antoine Suarez,
un autre physicien aussi très illustre, pour avoir une matière qui fonctionne de façon sensée, nous avons besoin d'une coordination qui n'est pas matérielle et qui est insensible à l'espace ou au temps. Donc là, on retrouve l'idée que l'espace-temps est immergé à l'intérieur d'un monde non manifesté qui informe le monde manifesté avec des informations qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est la porte d'entrée à l'esprit, etc. D'ailleurs, Antoine Suarez est intervenu dans un colloque où j'étais présent à Paris en mai dernier pour justement, c'était dans une réunion de tous les physiciens qui s'intéressaient au phénomène de la conscience et qui étaient des physiciens en faveur de la spiritualité. Certaines personnes présentes dans la salle étaient présentes à cette réunion. Et voilà. Et donc, alors personnellement, donc là je n'ai fait que reprendre des déclarations. Alors personnellement, moi qui suis un grand randonneur, je me suis permis de faire un chemin bien débroussaillé vers le col de l'Ange. Voilà. Il peut y avoir d'autres chemins, mais voici le chemin que j'ai fait pour aller vers le col de l'Ange. Donc ce chemin consiste à réconcilier Einstein, Nietzsche et Bergson en disant que le futur est déjà réalisé. La réalité ne se crée pas dans le présent, donc élimination du futur déjà réalisé, hop, le futur là est en bleu. La réalité ne se crée pas dans le présent, c'est la gravité quantique, donc on élimine le présent. Et comme le disait Carlo Rovelli, en fait ce qui subsiste dans l'espace-temps, là je l'ai représenté comme un cylindre, alors très rapidement je l'ai représenté comme un cylindre, le cercle du cylindre représente la sphère qui contient tout l'espace, et la longueur du cylindre représente le temps. Ça permet de représenter en 3 dimensions quelque chose qui en a 4. Voilà. Eh bien, cet espace-temps, représenté sous la forme d'un cylindre dont on a enlevé une dimension spatiale, vibre, il est susceptible de vibrer. D'après la gravité quantique à boucle, il vibre. Et là, mon apport personnel, ma proposition, correspondant à des travaux que j'essaye de publier, etc., parce que je suis chaoticien, c'est qu'il est facile de montrer que même s'il y a des vibrations, même infinitésimales de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, la longueur de Planck, s'il y a des vibrations de l'espace qui sont infinitésimales, automatiquement, ça crée forcément des modifications dans les trajectoires d'événements au niveau macroscopique. C'est-à-dire que le simple fait de faire vibrer l'espace, même si c'est une vibration à une échelle infiniment petite, ça crée des modifications macroscopiques de la structure de l'espace-temps, et ce qui fait qu'on en arrive à concevoir l'espace-temps non plus comme un cylindre, mais comme un ensemble de cylindres qui forment un arbre. Et donc c'est la théorie de la double causalité que je présente dans mon livre, et je représente l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'à tout instant, notre réalité ne se crée pas dans le présent, elle se crée dans notre futur sous la forme d'un nombre considérable, pas forcément considérable, mais peut-être, par exemple, moi, en ce qui me concerne, je peux peut-être avoir 10 potentiels pour mon avenir. Ou alors, si on cherche dans le détail, on va m'en trouver 1000. Mais si on cherche dans les grandes lignes, peut-être que je vais mourir à tel âge, et puis peut-être qu'il y a qu'une dizaine de potentiels pour ce qui me concerne. Vous voyez ? Donc j'aurai un arbre à 10 branches pour ce qui concerne mon avenir, et il serait sans arrêt en train d'évoluer. C'est-à-dire que par exemple, dans un mois, il aura peut-être 11 branches, ou alors il n'en aura plus que 4. Vous voyez ? Donc en fait, notre avenir peut se décrire à tout instant comme un arbre de vie qui évolue dynamiquement. Voilà. Donc ça, c'est mon apport pour apporter une meilleure compréhension du col de l'Ange. Et donc je propose un équipement de randonnée qui consiste à dire que dans le sac à dos, il faut emmener une dimension supplémentaire. Parce que pour arriver à fabriquer un tel arbre, c'est-à-dire à le concevoir, à comprendre le panorama qu'on voit depuis le col de l'Ange, il faut intégrer dans le mental une dimension supplémentaire qui est une dimension de torsion, c'est-à-dire que si vous considérez votre ligne de vie actuelle comme un cylindre qui va parcourir votre futur,
Vous ne le changez pas de position, vous le tordez, et le simple fait de le tendre va lui faire changer de position dans l'avenir. Donc cette dimension supplémentaire, c'est une dimension supplémentaire qui est relative, cette torsion, c'est une torsion non physique. C'est une torsion qui représente les informations additionnelles externes à l'espace-temps, ce fameux hasard que n'arrive pas à intégrer la physique. Et donc on peut mathématiquement, ce fameux hasard, en rendre compte par des dimensions supplémentaires. Voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est juste un outil mathématique pour concevoir très facilement la possibilité que notre futur puisse varier sans cesse. Je vous expliquerai, je vous donnerai un dessin à la fin sous la forme d'un tourbillon, une meilleure représentation, plus dynamique que l'arbre, parce qu'on a du mal à concevoir un arbre qui bouge tout le temps. Et donc j'en arrive à mon modèle, le modèle que j'ai présenté à l'Institut de France en décembre dernier. Qui est un modèle du mental, de l'esprit et de la conscience, du rôle de la conscience dans cette affaire. Donc, en partant de l'histoire, alors maintenant, considérons nos trajectoires, la vie que nous allons mener à partir d'aujourd'hui jusqu'à notre destin, comme étant un immense tuyau invisible qui nous conduit vers notre destinée. C'est-à-dire à chaque fois que je marche dans la rue, que je rencontre quelqu'un, etc. Je n'ai pas de libre arbitre, je suis déplacé, je ne me rends pas compte que je suis obligé d'aller à droite ou à gauche parce qu'il y a un immense tuyau invisible qui m'entoure et qui guide tous mes pas. Voilà. Que symbolisons notre vie comme ça. Eh bien, alors tout se passe comme si... Bon, on peut aussi considérer ce tuyau et ce qu'on voit autour de nous comme étant simplement, puisqu'on ne voit pas le futur, parce que normalement on devrait voir le futur. Bon, mais puisqu'on ne voit pas le futur, c'est qu'on a une lampe de poche qui nous permet d'éclairer que l'endroit où on se trouve dans le présent. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire le présent, ça n'est rien d'autre que le fait que ma lampe, elle n'est pas assez puissante. Voilà. Donc ma lampe, elle a la puissance pour me voir, pour que je puisse voir 3 secondes avant ce qui va m'arriver, ou 10 secondes dans certains cas, mais pas plus de puissance. Et donc notre vie consiste à marcher à l'intérieur de ce tunnel, éclairé avec cette lampe. Et alors, dans une optique déterministe, et en supposant dans un premier temps que les autres tuyaux n'interagissent pas avec le mien, mon tuyau est complètement figé. Si je suis... Et ça, c'est la théorie encore dominante chez les physiciens déterministes. Anglo-saxons, on va dire, les anglo-saxons, ils restent attachés aux déterministes. Les francophones, ils ont laissé tomber. Donc, en gros, parce qu'il y a des anglo-saxons, on peut considérer 2 cas de figure. En réalité, le déterminisme, il existe si notre cerveau ne se branche pas à la source d'information extérieure à l'univers, tout simplement. Et ça, c'est tout à fait possible. Tout le monde sait que les personnes qui sont sous l'emprise de leur ego ont un fonctionnement automate. L'ego transforme le mental en un automate, et dans ce cas-là, nous devenons des machines. S'il est possible qu'un être humain puisse faire rentrer des informations extérieures à l'espace-temps pour changer de stratégie, ceci n'est possible qu'à condition que nous ne soyons pas convaincus que nous sommes des machines, que nous ne confondions pas notre personnalité avec notre ego et son inconscient, le mental. Donc il faut considérer 2 cas. Les humains machines, qui ne connaissent pas l'existence de l'esprit, qui ne savent pas, qui n'ont pas d'intuition, qui ne croient pas et les humains qui ont appris à se servir de leur faculté de faire entrer des informations extérieures à l'espace-temps pour modifier la forme de leur tuyau de manière à changer leur destin. Enfin, je vous le présente comme ça parce que c'est une manière physiquement compatible d'exprimer tout simplement la nécessité de dissocier le mental et l'esprit, de dissocier l'ego et l'esprit pour arriver, parce que si on ne sait pas ça, alors là, on ne peut pas faire entrer les informations puisqu'on va être dans la confusion sans arrêt. Les techniques de méditation et tout ce que vous fait faire John Martin sont là pour vous apprendre cette dissociation et surtout pour vous faire découvrir la lumière de l'esprit. Donc voilà le modèle que j'ai présenté. Donc voilà, on ouvre la connexion, eh bien on arrive à faire bouger son tuyau et on ferme la connexion ou on met un miroir devant, le miroir de l'ego évidemment,
eh ben, on ne fait pas bouger son tuyau et notre libre arbitre est simplement illusoire. Et donc, voilà, j'arrête de vous embêter avec la science physique. Là, j'ai allégé le contenu physique. Je n'ai pas entendu trop râler, donc ça a dû aller. Et donc là, je passe sur la partie expérimentale de mon modèle qui, à mon sens, le justifie et qui le justifie également au sens de beaucoup d'autres personnes qui, aujourd'hui, me soutiennent dans mes recherches parce qu'elles sont convaincues que ce modèle est la réalité. Et parce qu'elles vivent elles-mêmes un tas de synchronicités, etc. Alors c'est vrai qu'il y a deux sortes de gens. Il y a les personnes qui confondent, qui pensent avoir vécu une coïncidence significative ou une synchronicité, et en fait c'est une projection. Bon, bien sûr que ça existe, bien sûr que dans ce cas-là, ils sont dans l'illusion. Et on peut dire, allez, si vous voulez, oui, peut-être que dans 90% des temps, 90% des cas, on se trompe. Et il est vrai que certains hasards qu'on aurait envie de mettre sur le compte de l'esprit qui nous envoie un signe ou je ne sais pas quoi, l'ange, voilà, eh ben, c'est une erreur et on projette. Il n'empêche que, et ça j'ai fait un effort considérable pour essayer de mettre ça en évidence, il n'empêche qu'il subsiste dans mon expérience personnelle et dans la littérature un nombre considérable de cas qu'on ne peut pas réduire de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a des hasards, des coïncidences, des synchronicités qui sont tellement improbables que l'explication projection ne tient pas la route. Alors, ce genre de choses se produit souvent à petite échelle. Enfin, les synchronicités courantes qui n'en valent pas vraiment la peine, parce que là, elles ne sont pas très improbables. C'est ce qu'on appelle la loi des séries. Le monde est petit, la loi de Murphy, l'effet Paoli, l'effet des mots, les cascades numériques, la chance. Les synchronicités beaucoup plus improbables sont celles qui gouvernent les rencontres qui sont déterminantes dans notre vie. Et là, vous pouvez être certain qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Parce que de toute façon, le hasard n'existe plus en physique et que... si vous avez fait cette rencontre, la suite de ce que vous allez vivre après cette rencontre avait de toute façon été préparée longtemps à l'avance. D'accord ? Hein ? Alors, je ne dis pas que j'illumine totalement la possibilité qu'il y ait du hasard là-dedans, enfin, du hasard qui ait des causes. Parce que c'est vrai qu'on peut être dans un état d'esprit paumé, et là, on va faire des rencontres où on va rester paumé, et là, c'est le hasard. Hein ? Bon, mais quand on est dans un état d'esprit où la connexion est ouverte, là, non, là, il y a une relation entre le mental et l'esprit qui fait que l'espace-temps structure ce qu'on a à vivre, et c'est pas le bordel, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance et on peut agir dessus. Enfin, je vais vous montrer ça. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est très important que ce soit la connexion, tout passe par le mental. C'est le mental qui crée la réalité future, parce que le mental est physique. D'accord ? C'est le mental qui crée notre futur. L'esprit ne crée pas notre futur. Mais on va venir sur des nuances importantes ensuite. Et donc, l'explication que je donne aux coïncidences et aux synchronicités, c'est nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent les futures causes d'un effet dans le présent. Voilà. Et ceci a été repris avec force par Jacques Vallée dans une de ses conférences à TED Bruxelles. Bon, Jacques Vallée, je ne sais pas si vous avez entendu un peu parler, c'est un illustre, il est très connu aux États-Unis, c'est le spécialiste, un grand spécialiste des ovnis qui a écrit un tas de bouquins là-dessus. Il est aussi un grand spécialiste de la parapsychologie, il a travaillé avec des laboratoires de parapsychologie américains qui ont fait un tas de tests, il a travaillé avec la NASA, etc. Il a été le conseiller de Spielberg dans Rencontre du troisième type, c'est lui qui représente le rôle de François Truffaut. Donc on est devenus amis parce qu'il pense que cette phrase-là, nos intentions causent c'est la base de la future physique de l'information qui va voir le jour dans les années qui viennent. Ce sera la physique des années 2050 en tout cas. Alors,
il existe une autre théorie qui explique les coïncidences et les synchronicités, qui a beaucoup de... Alors, dont les approches sont différentes. C'est François Martin, également chercheur au CNRS. François Martin, j'ai fait une page sur mon site pour montrer les points de liaison entre nos deux théories. Il y a beaucoup d'accords communs. La différence, c'est que là où il voit de l'intrication, moi j'introduis des dimensions supplémentaires, mais en fait ça revient au même. Je pense que ça revient au même. Bon, j'ai dit on ne fait pas de physique incompréhensible aujourd'hui. Il faut citer Jung et Paoli, qui sont les pères quand même de la synchronicité et de la théorie de l'inconscient collectif. La grande majorité des travaux qui ont été faits sur la synchronicité sont tous ont tous été inspirés par Jung et Paoli et par leur correspondance. Donc ça, si vous vous intéressez aux synchronicités, il faut commencer par Jung. Hein. Paoli était un physicien qui a reçu le prix Nobel, à qui il arrivait un tas de synchronicités de type effet Paoli, d'où le nom effet Paoli. Quand il entrait dans une pièce, il faisait tout détraquer, enfin bon, des trucs comme ça. Moi, je suis plutôt un spécialiste de l'effet démo, mais parce que j'ai fait des dizaines, des centaines de démonstrations technologiques dans ma vie, et j'avais l'effet démo au départ, et j'ai réussi à résoudre ce problème avec une attitude. L'effet démo, c'est-à-dire que quand on a envie qu'une expérience fonctionne, c'est quand on a besoin qu'une expérience fonctionne, qu'on fait devant des industriels, que c'est à ce moment-là qu'elle choisit pour pas marcher. Voilà. Non mais c'est très connu, hein. C'est très connu. Et j'ai réussi à maîtriser l'effet démo et j'ai réussi puisque j'ai monté des sociétés qui commercialisaient des robots notamment, etc. Il fallait faire des démonstrations et j'ai réussi à faire en sorte que mes démonstrations marchent tout le temps en inversant le démon et en utilisant l'esprit. J'ai compris quelle était l'attitude mentale qu'il fallait avoir pour que la manip marche. Et il faut y mettre de l'amour d'ailleurs, hein, très important. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent les synchronicités? Alors moi j'ai fait mon propre recensement dans mon livre et j'ai fait un recoupement avec le recensement qu'ont fait d'autres chercheurs sur la synchronicité, notamment Jean-François Vézina qui a écrit des livres, deux livres sympas. Les hasards nécessaires et le chaos, je ne sais plus quoi, enfin son dernier. Bon. Et Joachim Soulière qui a fait une bonne compilation des différents facteurs qui interviennent dans les synchronicités. Et ça se recoupe très bien avec donc le recensement que j'ai fait moi-même. Alors j'ai fait ce recensement, j'ai dit il y a 9 choses qu'il faut bien comprendre pour avoir le bon état d'esprit pour que les synchronicités, pour créer des synchronicités, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, on peut provoquer des synchronicités. Moi j'ai provoqué des synchronicités pour tout arranger dans ma vie, et j'ai tout arrangé dans ma vie comme ça. Et comme maintenant je veux plus qu'on y touche, j'en provoque plus, parce que voilà, enfin, je suis très bon. J'en fais provoquer par d'autres. Voilà. Les synchronicités se produisent dans les périodes de grands changements dans la vie, et on peut générer soi-même, on peut introduire soi-même de la magie dans sa vie. Et on obtient toujours plus que ce qu'on demande en plus. Bon. Alors, les facteurs, il y a les 3 premiers facteurs: se déconditionner, identifier son être intérieur et ensuite faire une demande. C'est lié à l'intention. Mais le problème qu'on a avec l'intention, c'est qu'elle n'est pas authentique parce qu'on est conditionné. Voilà. Donc la dissociation mentale-esprit est fondamentale. Donc là, il faut, méditation, etc., tout ce que vous voulez. Il faut apprendre à dissocier son mental et son esprit. Et quand on a fait cette dissociation, on est capable de découvrir au fond de soi-même une intention qui correspond à ce qu'on veut faire dans le présent, à la manière dont on voit sa vie future dans le présent. Voilà. Alors, mental, c'est le cerveau, c'est toute l'activité cérébrale, et esprit, c'est les informations externes à l'espace-temps qui entrent dans le système complexe qu'est le cerveau, parce que dans tous les systèmes complexes, tous les systèmes dynamiques complexes,
ont besoin d'informations externes pour diriger leur évolution. Voilà. Donc, je ne vais pas plus loin. Je définis l'esprit comme étant... Alors, je ne sais pas si l'esprit est individuel ou collectif, je ne me permets pas, je dis l'esprit. Voilà. On a peut-être le même esprit, on a peut-être tous le même esprit, mais des cerveaux différents, et nous sommes différents simplement par le fait que nous avons des cerveaux différents, alors que nous avons tous le même esprit. Ce serait Dieu, auquel cas. Ou alors nous avons tous des esprits différents, auquel cas ce serait plus proche de l'âme, et puis la liaison avec Dieu se fait à un degré beaucoup plus hiérarchiquement élevé. Mais je ne m'exprime pas là-dessus. Je définis l'esprit comme étant l'information extérieure à l'espace-temps qui inspire le comportement humain en entrant dans le cerveau. Voilà. Alors, ensuite, sortir des sentiers battus, laisser agir et accepter le changement, ce sont des attitudes liées à la confiance, le lâcher-prise et le détachement qui sont des attitudes mentales. C'est-à-dire que le mental a besoin de faire un effort pour acquérir la confiance qui va pouvoir faire entrer l'esprit, auquel cas c'est la foi pourra s'installer. Le mental doit faire un effort de lâcher prise pour que le cerveau puisse se mettre dans une situation où il accepte de laisser agir et de recevoir notamment des informations issues de l'intuition. Et le détachement, c'est un effort que doit faire le mental pour accepter le changement. Hein. Et bon, je vais développer ça ensuite. Et il y a 3 autres attitudes. Prendre des risques. J'ai mis suivre son sourire intérieur. C'est le témoin lumineux qui dit que c'est bon, ça y est, on est connecté. Et donc quand on est connecté, on ressent un sourire intérieur. Et ça y est, c'est bon, on est adapté, on voit tout de suite ce qu'il faut faire, on est dans le temps présent. C'est un témoin lumineux, quand il est allumé, on peut avoir toutes les intuitions, elles sont bonnes. Et donner de soi, c'est très important, parce que c'est la source d'énergie qui permet de cautionner le fait que l'univers est obligé parce que l'univers se crée en fonction de votre état d'esprit, de votre état qui est rentré dans le mental. Hein, l'univers se crée en fonction de votre état mental. Et donc, l'amour apporte quelque chose de particulier, en ceci que c'est un coup de tampon donné à l'univers que vous allez y aller, parce qu'on va toujours vers ce qu'on aime. Voilà. Je développe le mécanisme. Donc j'ai mis 3 catégories. Donc éveiller son intention, ça c'est très important. Dissociation esprit-mental. Alors oui, là il y a quelque chose d'important. On peut différencier la conscience et l'esprit par la chose suivante. La conscience vit dans le temps présent. Elle est un capteur de la réalité présente. L'esprit, lui, il voit, normalement, mais ce qu'il voit étant des informations extérieures à l'espace-temps, la conscience ne les a pas. Mais l'esprit, lui, il voit notre parcours. Lui, il voit exactement où on va, mais il ne nous le dit pas. D'abord, il faut qu'il y ait une connexion, mais même s'il y a une forte connexion, il ne va pas nous le dire totalement. Ou alors, il faut être très, très éveillé spirituellement, parce qu'il y a une incompatibilité entre la connaissance du futur et le libre arbitre. Supposez que vous ayez besoin d'évoluer. Vous avez besoin d'évoluer. Donc, vous avez besoin d'apprendre des choses, de vous confronter à la réalité. Ça ne va pas être facile. Vous allez vous prendre des claques. Vous allez sans arrêt, par exemple, vivre avec le même type de personnes et ça va se terminer par un drame, etc., etc. L'esprit, lui, en dehors de l'espace-temps, il les voit toutes ces aventures-là. Il sait déjà que vous allez vivre ça. Il ne va pas vous le dire, sinon vous n'y iriez pas. Vous n'allez pas avoir une relation avec une personne qui va vous plaquer ou que vous allez plaquer 2 ans après. L'esprit, il le sait, lui, ça. Mais bon, il sait que il est avec
un cerveau dans lequel il est difficile de... Voilà, et donc l'esprit, lui, il évolue quand il arrive à maîtriser la matière. Et maîtriser la matière, c'est arriver à faire rentrer dans le cerveau d'un individu les informations qui vont lui permettre d'évoluer dans le bon sens grâce à l'esprit. Voilà. Et tant que ça ne marche pas, ben, l'esprit, c'est lui qui vous flagelle, quoi, en quelque sorte. Mais l'esprit, lui, il se balade dans tout l'espace-temps, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de différence entre eux. Lui, l'esprit, il a la vision de votre passé et de votre futur. Mais ces informations vous sont voilées, vous sont cachées parce qu'elles sont incompatibles avec le libre arbitre. Et si le libre arbitre, si l'ego avait ces informations, il ferait exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour évoluer dans la bonne direction. Donc là, on a un câblage de la nature qui est très logique. Voilà. Comment vous expliquez le phénomène de médium? Je vais dans ce que je peux comprendre rationnellement. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des idées sur la question, mais il y a des choses dont je ne peux pas parler parce que c'est encore trop... voilà. Là, je préfère parler que de choses qui sont logiques et qu'on peut raccrocher à la science. Alors voilà, ça c'est important de comprendre. Donc l'attitude de confiance, de lâcher prise et de détachement, c'est que ce sont des attitudes mentales liées à des efforts qu'il faut faire pour justement discipliner le cerveau. Hein. Eh ben, ça permet de diminuer les voies causales, la probabilité d'aller vers un conditionnement. Et au contraire, les attitudes, l'état d'esprit, parce que là ce sont des attitudes, hein, c'est de l'activité cérébrale, tandis que ça c'est un état d'esprit qui a été permis parce qu'à un moment donné la connexion entre l'esprit et le mental a eu lieu. Donc la foi, l'intuition et l'amour permettent de prendre des risques, de suivre son sourire intérieur, de donner de soi. Là, on a la connaissance. On est relié à la connaissance de soi. Et comme on est relié à la connaissance de soi, on favorise les voies non causales parce que l'univers sait qu'on est câblé pour être réceptif à ces voies-là. Hein? Si l'univers... Voilà, vous avez cet état d'esprit. Vous êtes câblé pour être réceptif aux possibilités de pont que vous envoie le futur. Eh bien, le futur, comme il est indéterministe, il est obligé de mettre dans les possibilités cette rencontre-là. Il est obligé, tandis qu'il ne va pas le faire avec quelqu'un qui n'est pas... voilà. Et donc, les personnes qui... C'est le mécanisme, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, sauf que la loi d'attraction, elle a été mal comprise. Elle opère dans le futur. Hein, c'est-à-dire que l'univers concourt à la réalisation de nos intentions pourvu que ces intentions soient authentifiées via la déconnexion esprit-mental. Et alors, comment ça se passe? Alors, comme c'est difficile d'imaginer un arbre, enfin bon, etc., moi, je représente le futur par un tourbillon, que j'appelle le tourbillon de la vie. Donc, j'ai représenté sous forme de petits points rouges des événements, et sous forme de flèches jaunes, le fait que tous ces événements se succèdent les uns derrière les autres. Le présent, c'est le centre du tourbillon. Hein? Dans le présent, vous vivez des choses dures, bien claires, etc. Parce que n'arrive au centre de tourbillon que des points rouges qui se suivent les unes les autres. Ça, c'est la mécanique des fluides. À partir du moment où ça rentre dans le goulot d'étranglement, il n'y a plus d'incertitude là. Hein. Là, le positionnement, il est nickel, impeccable. Et on ne vit qu'une seule réalité. Par contre, si c'est un peu plus loin, si les intentions que vous déposez dans le futur et qui sont des intentions de vivre des événements, l'univers étant informé que vous avez l'intention de vivre des événements, il est créé sous forme de ce que j'appelle des bulles événementielles. Si c'est un peu plus loin et qu'en plus, donc il peut y avoir concurrence, en plus vous pouvez avoir d'autres intentions qui ne sont pas forcément compatibles, donc tout ça c'est un peu un bordel, quoi. Donc c'est très compliqué. Et donc là, bon, ça peut arriver ou ça peut ne pas arriver, voilà. Et puis ce que vous mettez trop loin, ou qui est impossible, ou enfin voilà, ben, ça se balade là où il n'y a plus de courant. Et peut-être un jour, ça va rentrer quand même dans le présent. Toutes les pensées, toutes les intentions que nous projetons dans le futur finissent par se réaliser d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont comme des bulles que vous avez fait rentrer dans le tourbillon de la vie. Voilà. Ça se situe dans les terres. Comment? Cela se situe dans les terres.
dans l'éther, dans le non manifesté. Le non manifesté, d'ailleurs d'après François Martin, c'est un monde c'est un champ quantique où on décrit toutes les possibilités que peuvent avoir, c'est-à-dire en mécanique quantique, vous savez à peu près qu'on... Bon, enfin non, j'ai dit que je ne voulais pas parler de mécanique quantique, sinon ça peut... Donc voilà, le non manifesté est composé de toutes les possibilités de manifestation, et ça c'est simplement une représentation métaphorique qui permet de comprendre comment ça se passe. Et alors voilà, ce qui se passe, c'est que lorsque vous donnez un potentiel à votre intention, c'est-à-dire que lorsque vous la rendez crédible, par vos actions et par votre état d'esprit, il y a deux choses. Le mental, il est là pour agir. Il ne faut pas le jeter, le mental, il est fondamental. C'est lui qui crée, le mental est créateur. Les magiciens utilisent cette propriété. Le mental est créateur, l'esprit est l'inspirateur. Les deux agissent pour augmenter la probabilité des événements. On oublie aussi que l'esprit augmente la probabilité des événements. L'esprit, donc, lui, par la force de l'amour qui l'accompagne, dit à l'univers: c'est ma nature, je vais vers ça, je serai telle personne, je ferai telle chose. Et c'est là en permanence. Comment voulez-vous que l'univers ne crée pas des bulles et des verrons mensuels, puisque à la moindre occasion d'aller vers ça, il va y aller. Donc c'est clair que l'amour grossit considérablement les potentialités qu'on crée dans le futur. Voilà. Enfin, bon. Je l'expliquais mieux avant, je trouve, mais bon. Je vais finir et on passe aux questions. En conclusion, voilà, donc moi le chemin que je propose pour aller vers la spiritualité est un chemin qui consiste à tenter l'expérience vous-même de vivre la synchronicité. D'accord ? Là vous allez vous retrouver face à vous-même. Vous allez tenter de demander des choses à l'univers. Vous allez lui donner 24 heures, par exemple. Mais si c'est pour acheter une maison, moi, je donne 2-3 mois. Si c'est pour avoir la réponse à une question, je donne 24 heures. Maintenant, il y a des techniques plus efficaces pour avoir la réponse à une question. C'est le tirage du Yi-King. C'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. J'ai écrit sur mon site web la raison pour laquelle le Yi-King s'explique scientifiquement, physiquement. Le Yi-King s'explique physiquement par un système de rétrocausalité, c'est-à-dire que la réponse que va vous donner la carte qui va être tirée au hasard, elle va être... donc l'univers sait que vous allez en tenir compte pour la suite de votre parcours de vie. Et comme il a déjà prévu la suite de votre parcours de vie, et qu'il y a plusieurs possibilités, il va profiter de ce que vous laissez le hasard décider pour vous envoyer sur la meilleure, et donc il va vous donner le meilleur conseil qui soit. C'est complètement rationnel. Le Yi-King est un système de consultation d'oracle complètement rationnel. C'est ce que je prétends. Et j'en suis absolument persuadé. Mais vous pouvez faire l'expérience de la double causalité dans la nature, dans une ville, n'importe où. Vous posez des questions à l'univers, vous respectez les étapes, ce que je vous ai dit. Et puis vous allez voir, il va vous arriver des coïncidences. Voilà. Bon. Alors, la conclusion de ma conférence est que nous sommes câblés pour la création, à condition, pour la création, j'oserais dire pour la magie, à condition de développer la dissociation esprit-ego. Il y a de nombreuses techniques. Je conseille souvent le livre audio d'Eckhart Tolle, mais il y a l'enseignement de John Martin, évidemment. Et de développer des valeurs spirituelles en conséquence d'une bonne compréhension du fonctionnement physique de la réalité. Il ne faut pas oublier que là, vous avez une bonne compréhension du fonctionnement physique de la réalité parce que vous êtes sorti du parc de la pensée. Il faut bien comprendre que rapidement, ce parc de la pensée... Alors je finis ça et je vais revenir sur le parc de la pensée. Donc ma conclusion, c'est qu'il faut développer
l'amour au sens du don de soi, le lâcher-prise, la confiance, la foi, l'intuition et le détachement, qui sont des valeurs, il faut bien le dire, féminines. Bon, ok. Moi, je pense que je suis très masculin, mais j'ai découvert ça. Bon. Pour en savoir plus, vous allez sur mon site web. Et alors, je reviens sur le premier. En conclusion, vous n'allez pas vous empêcher de rester dans le parc de la pensée. Vous n'allez pas vous empêcher. Et je vais vous citer toutes les professions. Et si vous avez cette profession, vous êtes prisonnier. D'accord ? Donc, les médecins, les neuroscientifiques, toutes les personnes qui font des sciences empiriques et qui ont besoin de justifications mécanistes, parce qu'ils sont en manque de ça terriblement. Donc la psychologie et la médecine, franchement, c'est très empirique. Donc les politiciens, les journalistes sauf les journalistes éveillés, comme Guylaine qui est dans la salle. C'est normal, puisque les journalistes sont là pour donner des informations au peuple, ils sont bien obligés de tenir compte de la manière dont le peuple pense. Et la manière dont le peuple pense, c'est le parc de la pensée qu'il a décrit. Donc les journalistes sont obligés de tenir compte du parc de la pensée, et ils ne se rendent pas compte qu'ils finissent par s'auto-conditionner eux-mêmes. Et donc voilà, toutes les personnes... Et donc les instituteurs, les professeurs de fac, etc., ils sont tous prisonniers du parc de la pensée. Les intellectuels, ils sont prisonniers du parc de la pensée. Les artistes, heureusement, peut-être pas trop quand même. Et il y en a d'autres qui ne sont pas prisonniers. Voilà. Et donc, voilà, si vous faites partie d'une de ces catégories qui a reçu cette éducation très mécaniste, voilà, comme tout le monde, eh ben, vous allez avoir énormément de mal à sortir de ce foutu parc. Alors donc, voilà, il va vous falloir des années pour appréhender ces notions qui vont vous faire découvrir que la réalité, elle est à l'extérieur, et que la réalité, c'est que la vie est magique. Simplement, il faut apprendre à faire de la magie, c'est tout. Voilà, je terminerai là-dessus.